Bienvenue dans ce podcast. C'est le deuxième épisode de mon podcast qui explore une variété de sujets qui j'espère peuvent t'intéresser et qui en tout cas me paraissent fascinants et qui peuvent viser à éduquer ou bien même à te divertir. Je t'invite à t'installer confortablement ou à poursuivre ton activité du ménage, à faire à manger, se déplacer, enfin bref. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'écolocalisation. Quand on entend ce terme, on pense systématiquement à des animaux comme les chauves-souris, les dauphins, les baleines, en fait tous ces animaux qui ont développé cette capacité pour percevoir leur environnement. L'écolocalisation, c'est quoi ? Eh bien, c'est la faculté à émettre des sons pour que ceux-ci se réfléchissent sur une surface et que le son revienne à l'oreille de la personne qui l'a émise pour qu'il puisse acquérir des informations sur son environnement. Vis-à-vis de ça, on a souvent pensé, en tout cas on a longtemps pensé, que les chauves-souris ont développé cette capacité pour compenser leur mauvaise vision. Maintenant, on sait que c'est faux et que les chauves-souris ont en fait une bonne vision et l'écolocalisation ne leur est donc pas forcément indispensable. Pourtant, ça paraît évident que cette capacité confère un avantage en cas de déficit de la vision. Donc même si ce n'était pas le cas pour les chauves-souris, on va dire que la nature est bien faite et elle s'est rattrapée. En fait, cette capacité a pu bénéficier à une espèce animale en particulier, une espèce que tu as déjà vue et que tu vois même tous les jours, je parle de l'homme. Et oui, l'homme est capable de faire de l'écolocalisation. Chacun d'entre nous en est capable, mais peu le savent puisqu'on n'en a pas besoin au quotidien. Les seules personnes en ayant besoin sont les aveugles. Et en effet, certains aveugles sont parvenus à force de travail ou de manière presque innée à développer ce super pouvoir leur permettant de mieux s'orienter dans leur environnement. Mais comment font-ils concrètement les personnes aveugles qui ont besoin de l'écolocalisation ? Eh bien, ils émettent des claquements de leur langue sur le palais, des bruits avec leur canne, avec leurs pas ou même des sifflements. Et ensuite, avec ces informations, leur cerveau effectue différents calculs, comme par exemple la durée d'intervalle entre l'émission et la réception du son, qui permet de connaître la distance. Donc plus l'intervalle sera long, plus la distance sera élevée entre l'objet et la personne aveugle qui émet le son. Il y a également la qualité du son qui renseigne sur la matière. Un bout de ferraille ne donnera pas la même qualité de son qu'un bout de bois. Il y a également la déformation de l'écho qui renseigne sur la forme de l'objet. Et, enfin pas et, il y a plein de choses, mais il y a aussi l'effet Doppler. Avant d'expliquer plus profondément, il faut d'abord que j'explique ce que c'est l'effet Doppler, puisqu'il n'y a pas, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un phénomène qui se joue sur la fréquence apparente d'une onde. C'est-à-dire que elle a lieu quand quand un objet qui émet un son est en déplacement par rapport euh, par rapport au récepteur. Donc ça serait une oreille par exemple. Le récepteur, il faut qu'il soit fixe. C'est juste l'émetteur qui bouge. Si l'émetteur qui émet du son se rapproche d'un récepteur, alors ce qui va se passer, c'est que les ondes vont avoir tendance à se tasser. C'est très schématique ce que je dis, c'est pas forcément vrai, mais pour que ce soit plus compréhensible, en fait, les ondes se tassent. Il faut visualiser à quoi ça ressemble une onde et imagine qu'elle se tasse. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que la fréquence va augmenter et donc le son va paraître aigu. Donc si un émetteur se rapproche du récepteur, le son est aigu. Au contraire, si l'émetteur s'éloigne du récepteur, alors le son va devenir grave parce que la fréquence va baisser. En fait, tout simplement, c'est ce qui se passe quand tu as une ambulance qui passe à côté de toi,
une voiture, une moto, quand la voiture arrive derrière toi, le son est aigu, et ensuite quand elle passe à côté de toi et qu'elle part devant, à ce moment-là tu l'entends plus grave. Bah, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et donc, comme je viens de le dire, ça permet de renseigner sur le mouvement. Donc l'aveugle peut percevoir le mouvement grâce à cela. Il y a aussi la différence de réception entre les deux oreilles, qui renseigne sur la direction de l'objet. Donc par exemple, si le son arrive plus vite à l'oreille droite, alors c'est que l'objet se trouve à droite. Et puis il y a plein d'autres choses comme ça que le cerveau peut calculer. Les personnes aveugles sont capables de faire de l'écolocalisation active, comme je viens de l'énoncer. C'est quand ils émettent des claquements, quand ils émettent un son. Mais il y a également une écolocalisation passive, c'est-à-dire uniquement en écoutant les sons ambiants, les sons de la vie de tous les jours. Je ne peux parler de ce sujet... Ouh là là. Je ne peux parler de ce sujet sans aborder un expert en la matière. Je parle de Daniel Kish. Kish, ça s'écrit Kish, si tu veux faire des recherches sur Internet. Et ça, c'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des premiers à avoir utilisé cette technique. C'est quelqu'un qui s'est fait retirer ses yeux à l'âge de 13 mois à cause d'un cancer de la rétine. Et pendant son enfance, il a appris à développer l'écolocalisation. Dans les années 2000, il fonde une association qui s'appelle World Access for the Blind. Et avec cette association, Daniel Kish enseigne sa technique à d'autres non-voyants. Et apparemment, il aurait déjà appris à plus de 500 enfants à utiliser l'écolocalisation. C'est quand même assez intéressant parce que ça permet de gagner grandement en liberté pour les personnes aveugles. Cette capacité permet même pour certains de pouvoir effectuer des activités assez difficiles. Là, je pense à Ben Underwood. Underwood, ça s'écrit Underwood. Et c'est une personne qui a réussi à effectuer du vélo et puis même du skate tout en étant aveugle grâce à l'écolocalisation. C'est quand même assez fou puisque, par exemple, moi je ne sais pas faire de skate et il y a des gens aveugles qui en sont capables. Je pense que ça peut pousser à réflexion sur les techniques qu'on enseigne aux personnes aveugles parce que, par exemple, la lecture du braille est enseignée aux personnes aveugles, mais je pense pas que l'écolocalisation est enseignée aux aveugles. En réalité, je n'en sais rien, je ne suis pas un pro là-dedans, mais si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait être intéressant d'enseigner l'écolocalisation aux personnes aveugles pour qu'ils puissent gagner en liberté. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui utilise l'écolocalisation ? Pour savoir ça, on compare avec des tests en neuroimage une personne non aveugle qui essaye d'utiliser de l'écolocalisation, ou bien même une personne aveugle mais qui ne sait pas utiliser l'écolocalisation. On compare ça avec des tests en neuroimage pour une personne qui utilise l'écolocalisation au quotidien et donc qui est sans doute aveugle. Et on compare ces deux trucs-là. Ce qu'on observe dans le premier cas, donc pour une personne qui ne sait pas utiliser l'écolocalisation, si elle essaye de l'utiliser en neuroimage, on observe une activation du cortex auditif, ce qui est assez normal, puisque ils essayent d'utiliser leurs oreilles, tout simplement. Alors que, au contraire, si une personne aveugle qui utilise l'écolocalisation au quotidien essaye de le faire, alors là on observe une activation du cortex visuel. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les zones qui n'ont pas été utilisées, les zones cérébrales, qui n'ont pas été utilisées à cause de leur handicap,
eh bien, elles ont été mobilisées à une autre tâche, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et ça, c'est la capacité du cerveau à former de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse, et de nouvelles connexions entre les neurones, ce qu'on appelle la synaptogénèse. Ce qu'on observe aussi, c'est que les régions impliquées dans la détermination de la forme d'un objet chez une personne non aveugle, elles sont activées lors de l'écolocalisation chez une personne aveugle. Et ça signifie quoi ? Ça, c'est quand même dingue. Ça veut dire que l'aveugle parvient à visualiser, il parvient à cartographier son environnement uniquement à la base de sons. C'est-à-dire qu'au final, il voit avec des sons. C'est fou. Et par contre, qui dit plasticité cérébrale dit qu'il existe une corrélation entre l'âge et la personne, et l'âge auquel la personne va devenir aveugle et essaye de faire de l'écolocalisation, et du coup sa capacité à y parvenir. Je sais pas si je suis très clair, mais en fait, tout simplement, la capacité de plasticité cérébrale est plus élevée dans la jeunesse. Donc si la personne devient aveugle pendant qu'elle est jeune, et qu'elle essaye de faire de l'écolocalisation, ce sera beaucoup plus simple que si elle devient aveugle à 50 ans et qu'elle essaye de faire de l'écolocalisation. Il y a également des preuves que les mêmes aires visuelles sont utilisées lors de la lecture ou l'interprétation du braille, et peut-être même pendant le langage parlé. Pour que ce soit plus clair, à l'inverse, chez les personnes sourdes, on a une activité accrue du cortex auditif lorsqu'ils essayent d'utiliser la vue. Lorsqu'ils utilisent la vue. C'est le même principe ici. Puisque leur cortex auditif ne sert plus à écouter vu qu'ils sont sourds, alors c'est remobilisé pour la vue et peut-être même à d'autres sens. C'est le même principe. Malheureusement, il y a des limites à ce phénomène. Les aveugles, par exemple, les aveugles émettent des sons dans la gamme de l'audible, alors que chez les animaux, on voit très bien que c'est pas audible, c'est de l'ultrason. C'est normal puisque les hautes fréquences augmentent la performance de l'écolocalisation, d'où le fait que la plupart des animaux l'utilisent, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Parce qu'à la base, c'est pas la fonction de notre organe. Et donc voilà. Chez les animaux, c'est le résultat de plusieurs années d'évolution. Nous, c'était pas le but à la base, donc forcément, on ne peut pas émettre d'ultrasons. Il y a également que la précision de l'écolocalisation, elle diminue avec la distance. Dans la littérature scientifique, on dit qu'à plus de 2 mètres, il devient presque impossible de distinguer l'environnement. Je pense que, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études sur cela, je pense qu'on peut relativiser, puisque j'ai regardé beaucoup de vidéos de Daniel Kish, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, et on le voit souvent essayer d'interpréter son environnement, et on voit bien qu'il voit à plusieurs dizaines de mètres. Peut-être qu'il fait semblant, mais en tout cas, par exemple, à un moment, on voit dans une vidéo, il se rapproche d'un arbre, et il essaye d'estimer sa hauteur, et l'arbre est très haut, il fait plusieurs dizaines de mètres, et il y parvient. Donc je pense que c'est relativisable. Il y a également le problème que l'écho peut subir des interférences. Par exemple, contre des surfaces lisses, l'écho va mal revenir. Donc ça, c'est un problème. Je t'invite à essayer chez toi de faire de l'écolocalisation. Ça peut être assez rigolo. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est prendre un récipient creux, parce que ce sera plus simple pour essayer d'utiliser de l'écolocalisation, puisque les sons vont revenir plus facilement. Donc pour commencer, prends une casserole, prends des trucs comme ça un peu creux, un peu concaves, qui vont bien réfléchir les sons.
Donc ce sera plus simple, tu mets autour de la tête d'un des membres de ta famille ou un de tes amis. Et le but c'est de détecter dans quelle direction se trouve cet objet. C'est assez rigolo. Je t'entraîne à essayer et peut-être même à t'entraîner et faire des choses de plus en plus dures, donc avec des objets moins creux. C'est forcément plus dur et peut-être que tu peux développer de l'écolocalisation, peut-être pas comme une personne aveugle depuis la naissance et qui l'a utilisé, puisque là elle a été contrainte d'utiliser de l'écolocalisation, c'est une adaptation. Toi, sans avoir la nécessité, ça va être difficile de t'adapter, mais en tout cas ça peut être intéressant d'essayer. Bon voilà, c'est la fin du podcast, il était assez court, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait puisque je n'avais pas le temps. Je vais essayer d'en refaire, puisque pour moi c'est les vacances, et je t'invite à laisser un avis sur, enfin pas un avis mais en tout cas 5 étoiles sur Spotify. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.